Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et donc, du coup, aujourd'hui dans cette séance, nous allons juste faire la continuité en fait des mutations, le projet d'élevage. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait fait une vidéo qui concerne un projet d'élevage des mutations récessives liées au sexe. Et donc, du coup, ça sera le deuxième chapitre. Ça sera le deuxième chapitre qui concerne cette fois-ci non pas les mutations récessives liées au sexe, mais ce qu'on appelle les mutations récessives libres, ou la mutation récessive libre qui est différente de la mutation liée au sexe et qui est aussi différente de la mutation libre dominante. Donc à savoir que ce chapitre-là, c'est le chapitre qui va intéresser 60 ou 70% des éleveurs parce que ça concerne des mutations qui sont plus ou moins recherchées par les éleveurs. Donc ça concernera pas forcément les amateurs, mais peut-être les gens qui connaissent déjà, qui ont un peu plus d'expérience sur le chardonnay ou sur d'autres indigènes. Mais bon, donc moi par exemple, j'espère que l'année prochaine, j'aurai des FAO et j'aurai des albinos. Donc ça fait déjà un moment que je souhaite acquérir en fait minimum un couple de chaque. Mais bon, comme ils sont pas très répandus, c'est compliqué de mettre la main sur des éleveurs qui produisent assez en fait pour fournir les gens. Donc du coup, donc voilà, donc moi par exemple, après 15 ans d'expérience sur les autres mutations et sur d'autres indigènes, j'espère que l'année prochaine, j'aurai mes deux couples de albino et de FAO. Donc l'opale, ça fait 3 ans déjà que, après quand je vous dis albino et FAO, ça peut être des porteurs comme ça peut être des mutations directes. Mais le plus important, c'est de mettre la main sur des oiseaux qui portent le gène, parce qu'une fois qu'on a une entrée de gène, on sait travailler des souches et on sait revenir faire la boucle comme je vous ai expliqué et revenir sur la mutation de base à partir des porteurs. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce tableau-là. Donc juste, j'essaie de vous recadrer en fait l'historique, mon expérience par rapport à chaque chapitre comme d'habitude. Donc les têtes blanches, tout le monde connaît les têtes blanches, donc il faut savoir que les têtes blanches, elles suivent la même règle mendélienne, ça veut dire la transmission des gènes et des mutations, que l'opale, l'albino et le FAO. Donc ne sont pas des mutations liées au sexe, mais ce sont bien des mutations récessives libres. C'est pour ça la plupart des éleveurs amateurs ou débutants, ils achètent un des deux couples qui est tête blanche et ils attendent des têtes blanches dans les jeunes. Donc on va comprendre que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est autant difficile d'avoir des têtes blanches comme d'avoir des opales, des albinos, des FAO, et on va voir les techniques pour pouvoir avoir ces mutations plus rapidement possible, toujours en comparant le critère de qualité, le coût et le délai. Donc voilà à peu près le cadre. Donc je reviens juste sur le nom de la chaîne. Donc c'est bien Canaries et du 28. Donc je remercie l'ensemble des gens qui regardent la vidéo. Donc les abonnés, les non-abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne-là, donc ça fait énormément plaisir. Ça encourage aussi les éleveurs ou les youtubeurs à travailler la qualité de leurs vidéos, à travailler aussi les sujets. Donc je sais que vous êtes nombreux à me demander plusieurs sujets. Les pathologies, revenir sur les pathologies, continuer sur les tableaux d'amortissement, faire des démonstrations, comment réussir une bonne quarantaine, etc. Mais on va avancer petit à petit. Donc j'essaie d'adapter les sujets en fonction de l'avancement de la saison de reproduction. Et ce qui n'empêche que quand on fait des vidéos dédiées que pour le suivi d'élevage, je peux aussi vous donner quelques astuces sans attendre une vidéo spécifique qui va traiter par exemple le périmètre concerné. Ça n'empêche pas que quand on fait des suivis, je vous donne directement des astuces en attendant des sujets un peu plus académiques et cadrés. Donc je vous présente juste le déroulement de cette vidéo. Donc on va commencer par le premier chapitre qui est le projet d'élevage lié à la mutation récessive libre.
Donc je vais vous faire essayer de tenir ça en 15 minutes ou voire 20 minutes. Et après, on va finir par un suivi d'élevage hebdomadaire, comme chaque semaine. L'avancement de la partie chardonneret, l'avancement de la partie canarie et l'avancement de la partie jeune du premier tour que j'ai déjà mis dans la volière de 2,50 m. Et à la fin, je vais vous donner une astuce pour reconnaître dans vos jeunes les têtes blanches, donc les mutations têtes blanches. Donc sans perdre trop de temps, on va attaquer ce projet d'élevage des mutations récessives libres. Donc à savoir que les mutations chez les canaris et chez les chardonnerets sont divisées en trois types de mutations. C'est pas la couleur qui fait cette répartition, c'est le mode de transmission. C'est comment les parents le transmettent à la génération suivante qui fait que les mutations ont été réparties en trois parties. Donc la première partie, c'est la mutation liée au sexe qu'on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos. On a abordé l'aspect scientifique, on a abordé l'aspect mathématique, on a abordé un aspect d'amortissement comme ça, sans calcul. Les calculs, je les ai déjà faits. Les études de cas, je les ai déjà fait. Et donc, pour ceux qui veulent juste se situer dans quel cas ils ont mis leur couple cette saison, la saison prochaine, ils peuvent voir le résultat de leur croisement avec le bilan, en fait, qualité, coût et délai par cas. Donc on a déjà vu le tableau d'amortissement des mutations liées au sexe et l'objet d'aujourd'hui ce sont les mutations récessives libres et je vous avoue c'est le cas le plus compliqué et c'est le cas le plus difficile parmi les trois modes de transmission. Donc la prochaine vidéo elle sera dédiée à la mutation dominante, donc le panaché et le jaune, et sachant que dans le panaché il y a 5 sous-catégories. Donc ça, on va voir que les calculs sont hyper simples du moment où on a compris le principe du double facteur et du simple facteur. Mais ici, c'est là où il y a le plus de cas. Donc vous regardez la taille du tableau, il y a plus de cas. J'ai essayé d'être le plus complet possible. J'ai même étudié le cas où le mâle n'est pas mutation et la femelle n'est pas mutation. Pour vous montrer que voilà, n'essayez, enfin, faut pas inventer, il faut suivre la démarche qui est dans ce tableau-là, qui résume très bien la démarche scientifique et la démarche mathématique. Et pour ceux qui veulent connaître le détail en fait des calculs, le détail du délai coût-qualité, revenez, je vous invite à revenir voir en fait les anciennes vidéos qui ont pris du temps, mais par contre elles étaient beaucoup plus complètes. Donc je rappelle, les mutations récessives libres sont la tête blanche chez le chardonneret, la mutation opale, la mutation albino et la mutation FAO. Ou FEO, ça dépend chacun en fonction des régions en Europe, chacun il la prononce comme il veut, FEO, FAO, moi je la prononce FAO. Donc du coup, juste un mini chapitre ou juste 2 phrases qui vont nous permettre de mieux comprendre en fait le tableau là. Rappelez-vous, quand on avait étudié la mutation récessive liée au sexe, je vous ai parlé que le mâle, je vous ai dit que le mâle, il participe 2 fois dans la transmission des mutations. Le mâle, il a le pouvoir, il a 2 fois plus de pouvoir pour donner la mutation à ses enfants que la femelle. D'où l'appellation, un mâle, il peut être porteur comme il peut être mutation. Et que la femelle, elle ne participait qu'une seule fois. Donc ça, c'était vrai pour les mutations liées au sexe. Dans les mutations récessives, en fait, la complexité de l'étude de la transmission, c'est lié à la femelle. Parce que non seulement la femelle, elle devient comme le mâle, ça veut dire elle aura la même chance de transmission, mais par contre, elle va gérer un critère de transmission qui va donner les mutations soit femelles, soit mâles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le critère scientifique encore une fois. Vous pouvez revenir voir la vidéo. Il y avait une vidéo qui résumait les 3 mutations. Ça s'appelle résumé des mutations liées au X et Y, et liées au X et Y, mais dominantes aussi. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir dans ces 4 mutations, si vous voulez travailler ces 4 mutations, ce qu'il faut retenir, c'est que le mâle y participe 2 fois pour donner sa mutation. Il existe sous forme d'une mutation et il peut exister sous forme d'un porteur. La femelle, elle aussi, elle va participer 2 fois. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu ce critère-là. Donc c'est la nouveauté dans ces mutations récessives. La femelle, elle va participer 2 fois. Donc elle va exister sous forme de mutation ou sous forme de porteuse de mutation. Et en plus de ça, la femelle, c'est elle qui va gérer les mutations qu'on va obtenir. Est-ce qu'elles seront des femelles ou elles seront des mâles?
Donc, juste retenez ces trois choses. Le mâle, comme la femelle, ils ont la même chance de transmission de mutation. Ils peuvent exister tous les deux sous forme de mutation ou porteur. Mais en plus de ça, la femelle, elle a un avantage parce que ce sont ces gènes qui vont définir si les jeunes que vous allez avoir, les jeunes mutations, seront des mâles ou des femelles. Donc une fois que vous avez compris, il manque une ligne, mais je vous l'ai dit oralement, c'est que la femelle, elle a un petit avantage sur le mâle, contrairement à l'autre mutation qu'on avait vue. Le mâle, il avait un avantage, maintenant c'est la femelle qui a un avantage. Et c'est tout la complexité de l'étude de cette mutation, c'est qu'on a trois critères à suivre. Avant, on n'avait qu'un seul critère, c'est que le mâle y participait deux fois. Et une fois qu'on a maîtrisé la mutation du mâle, on pouvait facilement calculer les générations suivantes. Maintenant, il n'y a que le mâle y participe deux fois, la femelle elle participe deux fois, et en plus de ça, la nature de la mutation de la femelle, elle peut définir si on n'aura que des mâles porteurs dans la génération ou des femelles porteuses dans la génération. Donc voilà le préambule, on va attaquer le tableau. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo ou qui viennent juste, qui se sont abonnés entre la première vidéo et celle-ci, je vais vous expliquer à quoi correspond ce tableau-là. Donc c'est un tableau d'amortissement qui va étudier tous les cas possibles de croisement entre les mâles. Donc la première colonne, ce sont des mâles. Un mâle mutation, un mâle porteur et un mâle quand il n'y a pas de M, il n'y a pas de P, ça ne veut rien dire. Ici, ce sont les femelles. Dans cette colonne-là, ce sont des femelles. Donc, femelle mutation, femelle porteuse, mais sur un chromosome qui va définir les filles qui seront mutation plus tard, ou femelle porteuse, mais sur un chromosome qui va définir les mâles. Donc, vous avez vu l'avantage de la femelle dont on a parlé tout à l'heure, on va le voir dans le croisement. Il y a une femelle qui est porteuse, mais dans toutes les générations qui suivent, elle ne pourra donner que des mâles aux mutations, et une femelle qui est porteuse, porteuse qui ne pourra donner que des mâles mutations. Donc ça nous rajoute une complexité dans les calculs. Mais bon, après, si vous suivez systématiquement ce tableau-là, vous n'avez pas à réfléchir sur les erreurs. Vous aurez exactement ce qui est marqué dans ce tableau-là. Donc la deuxième colonne, donc ici, c'est les mâles, les femelles avec leur nature, mutation, porteur ou rien du tout. Ici, ce sont les bébés qui vont avoir. Donc les bébés, on a trois colonnes. Les bébés qui sont en mutation. Soit c'est des mâles, des femelles, soit c'est que des mâles. Je le note en haut, mâle, femelle, mâle, femelle. Soit ce sont des porteurs, donc c'est pareil, c'est un pourcentage, 50% de femelles, 50% de mâles, etc. Soit il y a des classiques ou pas. Donc pour certains cas, il n'y a pas de classique, pour d'autres cas, il y a des classiques. Ici, c'est le délai pour obtenir en fait vos mutations. Donc si c'est la saison qui suit, donc c'est une saison. Si ce n'est pas la saison qui suit, ça va être la saison prochaine. Donc il faut compter 2 ans pour obtenir des mutations dans certains croisements. Ici, c'est le coût. Donc, j'ai représenté le coût le plus cher, c'est en partant d'un mâle mutation, une femelle mutation. Donc, 4 plus, et après, plus ou moins, on va descendre à 1 plus en fonction de votre budget. Donc, ça, c'est le budget de l'éleveur. Ça, c'est le délai au bout duquel ils vont obtenir les premières mutations. On va voir qu'on peut avoir des mutations dès la première année, et des fois, on n'a pas de mutation, donc au bout de la deuxième année qu'on aura des mutations. Ici, c'est la qualité, encore une fois. Il y a certains éleveurs, eux, ils s'en foutent de cette qualité-là. Ce qui les intéresse, c'est le coût, leur budget, quand est-ce qu'ils peuvent avoir les mutations, et ils s'en foutent du pourcentage des mutations, ils s'en foutent de la qualité. Mais moi, je vous donne aussi mon retour d'expérience sur la qualité en fonction des croisements. Donc, on va faire la même chose. Il vaut mieux que je parte d'un principe, d'un exemple, pardon. Donc, pour ne pas parler d'un mâle mutation au hasard et une femelle mutation au hasard, on va choisir une des mutations parmi les 4. Je vais partir de l'opale, par exemple, parce que l'opale, moi, je l'ai travaillé, et je vais vous expliquer comment travailler l'opale. Donc, pour faire des jeunes opales, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez d'un mâle opale et une femelle opale. Donc, si vous avez un mâle opale et une femelle opale, donc forcément, ça vous a coûté plus cher. Donc, en termes de coût, vous avez payé plus cher. Il faut prévoir un bon budget. Et vous ne pouvez avoir 100% des jeunes qui sont opales. Donc, mâle et femelle. Donc, il n'y a pas d'autre étude. C'est simple. Mâle 100% opale, femelle mutation opale. Tous vos jeunes, ils seront opales. Vous aurez des mâles et des femelles. Vous n'aurez aucun porteur.
vous aurez aucun classique non porteur. Donc ce que j'appelle classique, et les gens, ils ont bien fait de me poser la question lors de la dernière vidéo. Quand j'appelle ici classique, j'avais bien mis entre parenthèses non porteur, parce qu'il y a et quand je dis classique, il peut être n'importe quelle autre mutation, mais qui ne concerne pas la mutation opale. Parce que ce qu'on étudie ici, par exemple, c'est la mutation opale. Et ce qu'on avait étudié dans la première vidéo, c'était la mutation satinée. Donc ce que j'appelais classique non porteur, c'est que ce n'était ni des satinés, et ici dans le cas, ce ne sont pas des porteurs ni des opales. Donc voilà, ça ne veut pas dire classique phénotype sauvage, ça peut être phénotype sauvage comme ça peut être les autres mutations, mais qui n'ont rien à voir avec l'opale. Donc je reviens, mâle opale, femelle opale, 100% des jeunes opales ils seront mâles et femelles, 0 porteur d'opale, 0 non porteur d'opale, et vous allez obtenir, quand vous avez déjà eu 100% des jeunes, ça veut dire c'est la saison qui suit, ça va vous coûter un peu plus cher, il faut prévoir un peu plus de budget, et la qualité elle sera pas top. Opale sur opale, une force de transmission de cette mutation, ça va se voir, il y a plus de chances que ça se voit sur la taille, ça se voit sur la qualité des plumes, ça se voit sur beaucoup de choses. Donc du coup, la qualité, elle n'est pas top. Donc le deuxième exemple, c'est quelqu'un qui va dire, oui, mais moi c'est trop cher, j'ai un petit budget, mais voilà, avec un petit budget, qu'est-ce que je peux faire? Donc il peut partir sur un mâle mutation, donc c'est un mâle opale et une femelle porteuse d'opale. Et comme je vous ai expliqué que la femelle, elle existe sous deux formes dans cette mutation, elle existe sous la forme pour donner des femelles opales ou des mâles opales. Donc ici, elle est porteuse avec un gène qui va donner que des mâles opales plus tard. Donc mâle mutation, femelle porteuse, M, ça veut dire un gène qui va donner que des mâles, va donner 50% de mutation mâle. Pourquoi? Parce que la femelle, elle portait le gène du mâle. Elle portait un gène qui ne va donner que des mâles porteurs. Donc c'est pour ça qu'on a eu 50% de mâles. Ça va donner 50% de femelles. Donc ce qui n'était pas... vous voyez que c'est la femelle... ce qui est décisif en fait ici, c'est la mutation de la femelle. Le mâle, il était opale, mais la femelle, elle était porteuse d'opale, mais sur un gène qui va favoriser les mâles, on a eu les mâles. Quand elle le sera sur un gène qui va favoriser les femelles, on aura des femelles ici. Donc vous avez vu c'est pour ça que quand vous achetez une femelle porteuse de ces mutations-là, vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'elle est porteuse de gènes qui va favoriser les mâles ou est-ce qu'elle est porteuse de gènes qui va favoriser les femelles. Et moi, dans mes opales, ma souche d'opale, que vous connaissez maintenant avec tous les suivis qu'on a fait, j'étais dans ce cas-là. Et c'est dommage parce que je ne pourrai jamais obtenir, même si je croise toutes les générations que j'ai eues entre elles, je ne pourrai jamais obtenir des femelles opales si je n'introduis pas un gène, une femelle dans ce cas-là, porteuse avec le gène sur la femelle, ou bien une femelle opale. Je ne pourrai jamais obtenir des femelles opales parce que j'ai eu un mâle porteur d'opale et une femelle porteuse d'opale, mais la femelle que j'avais eue, elle était prédisposée que pour donner des mâles opales. Donc je reviens, ne nous dispersons pas, revenons sur le deuxième cas. Donc un mâle opale, une femelle porteuse d'opale mais avec un gène qui favorise le mâle va donner 50% des jeunes mâles opales et 50% des femelles porteuses d'opale. Et ces porteuses d'opale qui sont ici, elles seront comme leur maman. Ça veut dire elles ne pourront donner plus tard que des mâles. Elles ne pourront jamais donner des femelles. Donc même si la femelle elle est porteuse, elle ne donnera pas. Elle est porteuse à partir de ce gène-là. Donc la souche d'origine, c'est cette femelle qui porte le gène. Et ce gène-là ne travaillera que sur des mâles, ne travaillera pas sur des femelles. Donc n'allez pas croire que parce que vous avez des femelles porteuses d'opale, que vous pouvez plus dans 3 ans, 4 ans obtenir des femelles opales. Non. Si vous êtes dans le cas où la femelle elle le porte sur un chromosome qui ne concerne que les mâles, vous n'aurez que des mâles opales et vous aurez toujours des femelles porteuses d'opale. Et c'est mon cas aujourd'hui. Mais par contre, il faut mettre la main sur une femelle porteuse d'opale avec une prédisposition pour les femelles, ou sinon, pour éviter le risque, vous introduisez une femelle opale directement, comme ça vous êtes sûr de vos calculs. Donc on a dit 50% des mâles opales, 50% des femelles porteuses d'opale. Et vous, quand vous avez obtenu déjà des mâles ici, ça veut dire c'est la saison qui suit, ça vous a coûté un peu moins cher. Pourquoi? Parce qu'une femelle porteuse, elle est moins chère qu'une femelle mutation. Et la qualité, elle est bonne.
Et ici, en fait, la ligne en dessous, c'est juste l'inverse. Ça veut dire c'est toujours le mâle, il est toujours le même, et la femelle, elle est toujours porteuse, mais au lieu qu'elle soit prédisposée pour donner des mâles, elle va donner des femelles. Donc ça, c'est très difficile de trouver cette femelle-là, parce que physiquement, vous ne faites pas la différence entre cette femelle porteuse et cette femelle porteuse. Donc du coup, là, ce que ça va donner, c'est l'inverse de là. Les 50% qu'elle a donné, ce sont des femelles, et les autres 50% qu'elle a donné, ce sont les mâles. Et dans ce cas-là, ça, c'est le jackpot. Si quand vous avez mis la main sur cette femelle-là qui est porteuse de ces mutations et que c'est le chromosome qui définit les femelles qui portent la mutation, c'est le jackpot parce que c'est là où ça va vous coûter moins cher avec des gros pourcentages de femelles. Et quand vous avez des femelles qui sont opales, vous les recroisez avec leurs pères qui sont opales pour remonter dans cette ligne-là. Voilà, donc la complexité de cette mutation, c'est trouver une femelle qui est porteuse, mais avec un gène qui se porte uniquement sur le chromosome des femelles, ce qu'on appelle le Y avant. Donc voilà, donc ici c'est la même chose, ça va vous coûter pareil, la qualité elle est bonne, c'est la saison, mais juste c'est l'inverse. Au lieu d'avoir 50% des mâles, vous avez 50% de filles, et au lieu d'avoir 50% de porteuses, vous avez 50% de porteurs. Et donc, le cas suivant, c'est un mâle qui est mutation et une femelle qui n'est pas mutation. Un mâle opale et une femelle, peu importe sa mutation, mais elle n'est pas opale parce que c'est l'opale qui nous intéresse. L'étude qui nous intéresse dans ce tableau-là, c'est l'étude opale. Pardon, qui peut être albino comme elle peut être faux. Et ça explique aussi pourquoi certains débutants, ils achètent un des deux parents qui est tête blanche et ils disent c'est pas normal que j'ai pas de jeunes. C'est normal. Si vous achetez que un des deux parents qui est tête blanche, l'autre il n'est pas porteur, vous devez compter 2 ans pour avoir des porteurs chez vous. Et c'est ce cas-là. Donc un mâle qui est mutation et une femelle qui ne l'est pas du tout, je vais changer, je vais prendre tête blanche. Donc un mâle tête blanche et une femelle qui n'est ni porteuse ni tête blanche. Vous n'aurez pas de mutation, tête blanche. Vous n'aurez que 100% des mâles et des femelles qui sont porteurs de tête blanche. Et vous n'aurez pas de non-porteurs de tête blanche. Donc tout ce que vous aurez, il sera 100% porteurs de tête blanche, mâle et femelle. Et donc pour obtenir votre mutation, il va falloir croiser les mâles avec... Soit vous croisez les mâles avec les femelles, soit vous croisez les mâles avec leur mère ou les femelles avec leur mère et vous allez retomber sur la femelle porteuse ou le mâle porteur ici. Donc vous avez vu que dès qu'on regarde les cas de base, on peut remonter d'une ligne à une autre facilement. Donc il faut compter 2 ans, donc 2 saisons, et ça va vous coûter pas cher parce que la femelle pas tête blanche, elle coûte pas cher. Et il n'y aura pas de critères de qualité parce qu'on n'a pas obtenu des mutations tête blanche la première année. Donc il faudra attendre la deuxième année pour parler de la qualité. Donc voilà, donc tout ça, ce sont les cas où les mâles sont porteurs, les mâles sont des mutations récessives libres et les femelles, elles les mutations porteuses, il y a 2 cas, ou pas du tout porteuse. Donc maintenant, on va attaquer le critère où le mâle il est porteur. Donc il y a 4 cas aussi. La femelle et les mutations. Quand le mâle il est porteur et la femelle et les mutations, vous allez obtenir 50% des mutations la première année, qui soient mâle et femelle, et vous allez aussi obtenir 50% des jeunes qui sont porteurs de cette mutation, mâle et femelle, et il n'y aura aucun qui n'est pas porteur ou qui n'est pas mutation. Donc comme vous avez obtenu des mutations ici, c'est la saison qui suit, et ça va vous coûter un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'une femelle mutation coûte de l'argent. La qualité, elle est très bonne. Maintenant, c'est le mâle qui est porteur et la femelle qui est porteuse, mais avec un gène qui va favoriser les mâles. Donc, quand vous avez un gène qui favorise les mâles, vous n'avez que 25% des mâles. Ici, c'est l'inverse. C'est un gène qui va favoriser la femelle, vous avez 50% de femelles. Et le reste, ça sera la moitié des porteurs de cette mutation mâle et femelle, et un quart qui sera soit femelle, soit mâle. Donc ce cas-là, c'est l'inverse de ce cas-là. Mais vous voyez très bien que la mutation du mâle est la même. Physiquement, la femelle, elle est porteuse, mais qu'est-ce qui va définir? Est-ce que vous aurez des mâles ou des femelles ici, et des mâles et des femelles ici? C'est le petit détail du gène de la femelle. Donc, est-ce que la mutation qui est liée à cette femelle, elle donne des mâles ou elle donne des femelles? Donc, c'est ça
qu'il faut comprendre. Et il faut toujours privilégier, contrairement à la mutation liée au sexe, je vous ai demandé de privilégier le mâle en mutation. Ici, dans ces mutations, il faut toujours privilégier les femelles en mutation. Donc, partez toujours d'une femelle de cette mutation et le mâle porteur de cette mutation. Comme ça, vous aurez dans vos générations toujours des mâles et des femelles. Je m'excuse pour le bruit des oiseaux. Donc, on avait vu femelle porteuse mais avec les deux gènes différents. Donc, mâle porteur et femelle, rien du tout. Ça va pas vous donner des mutations. Ça va vous donner que la moitié qui sont porteurs de mutations et l'autre moitié, là il y a une erreur, c'est 50%, excusez-moi. Ça va vous donner que 50% qui sont porteurs de mutations mâles et femelles et 50% d'oiseaux en fait qui ne sont ni mutations ni porteurs. Et il faut attendre 2 ans, la saison d'après. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu de mutation, ça ne va pas coûter cher. Mais je vous le déconseille, vous n'allez pas payer cher. Par contre, vous allez vous retrouver avec la moitié qui sont classiques, alors que votre objectif c'est de travailler sur ces mutations-là. Vous allez vous retrouver avec la moitié qui sont classiques, mais vous n'allez pas savoir est-ce que vos classiques ils sont porteurs ou pas. Parce que vous allez avoir la moitié qui sont classiques porteurs et l'autre moitié qui sont classiques pas porteurs. Hormis le cas de la tête blanche qui se voit sur les classiques porteurs ou pas, l'opale, l'albino et le FAO, ça ne se voit pas. Donc vous allez être confronté à des jeunes qui ne sont pas mutations, mais vous n'allez pas savoir est-ce qu'ils sont porteurs ou pas. Et c'est mon cas, je vais vous montrer... Non, c'est pas mon cas. Oui, si, tête blanche, pardon. C'est mon cas dans les opales tête blanche. Donc, si je me concentre sur les têtes blanches, je vais vous montrer que si les têtes blanches, ça ne se voyait pas, j'avais aucune chance de voir les têtes blanches dans mes jeunes. Donc 2 ans, au bout de 2 ans, ça coûte pas cher, mais la qualité, elle sera bonne plus tard quand vous allez avoir des jeunes. Mais je vous le déconseille ce cas-là parce que vous n'avez pas beaucoup de chance pour avoir des mutations plus tard. Donc ce cas-là, c'est l'inverse. Donc on a balayé les mâles mutations, les mâles porteurs. Maintenant, c'est les mâles qui ne sont pas mutations. C'est l'inverse, ce sont les femelles qui sont mutations. Donc, vous avez un mâle qui n'est pas mutation, une femelle qui est mutation. Déjà, ce que vous remarquez, c'est que vous n'aurez jamais de mutation la semaine qui arrive, enfin la saison qui arrive. Vous avez vu qu'ici, on avait des mutations 3/4. 3/4 de nos cas, on avait des mutations quand on partait d'un mâle mutation. Ici, on avait des mutations pendant 3/4 aussi. Et ici, une fois qu'on a enlevé la mutation au mâle, on a 0 mutation. Donc ça revient à ce qu'on avait marqué au début. Le mâle et la femelle, ils ont la même chance de transmission. Donc ils auront toujours 2 fois plus de transmission. Donc ils sont égaux, contrairement à la mutation liée au sexe où les mâles ils avaient un avantage. Donc un mâle qui n'est pas mutation, une femelle qui est mutation, ça ne vous donne quand même pas de mutation. Vous aurez 100% des jeunes qui sont porteurs de cette mutation, mâle et femelle. Vous n'aurez aucun qui n'est pas porteur ou qui est mutation. Il faudra les croiser avec leurs parents pour obtenir vos premières mutations. Ici, le mâle qui n'est pas mutation, mais que la femelle, elle est porteuse de mutation, mais sur le critère du mâle, elle peut vous donner 50% des mâles qui sont porteurs. Et ici, c'est l'inverse. Si elle est porteuse sur le critère qui donne des femelles, vous aurez 50% de femelles porteuses de cette mutation. Et le reste, ils seront des classiques. Il faudra quand même attendre 2 ans pour obtenir vos premières mutations. Le dernier, il n'a rien à voir, c'est un mâle qui n'est pas mutation, une femelle qui n'est pas mutation. Vous n'aurez jamais ces mutations-là si les parents ne sont pas porteurs de cette mutation-là. Donc voilà, donc ça c'est le tableau où je vous ai mis tous les cas, il y a plus de cas, c'est le plus compliqué en fait, les études les plus compliquées dans les mutations, ce sont les mutations récessives libres, et j'ai essayé de vous balayer tous les cas possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mâle comme la femelle, ils ont la même chance de transmission, mais par contre, la femelle, elle peut définir le sexe de vos mutations. Quand elle est porteuse, quand la femelle elle est porteuse, elle pourra définir est-ce que vous aurez que des mâles ou que des femelles dans vos générations. Moi, ce que je vous conseille de faire, ne tombez pas dans mon piège. Je voulais travailler l'opale et j'avais travaillé avec
avec porteur, porteuse, porteur. Voilà, j'avais commencé dans ce cas-là. La première année, j'étais mâle porteur, femelle porteuse, donc j'avais obtenu des mutations. Et j'ai croisé les frères et sœurs entre eux, mais je ne peux avoir que des femelles porteuses, voilà, mâle ou femelle porteuse dans les générations, et des mâles mutations. Mais certaines femelles seront classiques tout le temps. Même si je croise les frères entre eux, ceux-là avec leurs parents, je ne pourrai jamais trouver des femelles. Donc l'année prochaine, je vais essayer d'introduire une femelle opale et garder des porteurs que j'ai. Donc ces porteurs-là, les jeunes que vous voyez ici, ils sont à 100%, ils sont à 100% porteurs d'opale. Donc quand j'ai un mâle, si j'ai un mâle, je vais attendre un peu, c'est difficile de les sexer. Je vais les croiser avec une femelle que j'achèterai chez un ami opale pour introduire aussi des femelles parce que les opales, je les ai, hein, ils sont là. Donc lui, par exemple, il est né chez moi l'année dernière. Très belle qualité, il est juste un petit peu petit de taille. Donc voilà les amis, donc ça c'était le tableau d'amortissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va démarrer avec la petite mise à jour. Donc le premier couple de chardonneret, le mâle opale porteur de tête blanche. La femelle, elle nous regarde dans le nid. La femelle satinée, tête blanche. Donc elle a pondu 3 œufs. C'est sa deuxième pente. Elle a pondu 3 œufs. Aujourd'hui c'était son troisième. Donc ça se passe bien. Donc eux, ils ne peuvent donner que des... je vais vous montrer les jeunes de leur premier tour. Ils ne peuvent donner que des femelles classiques porteuses d'opale et des mâles classiques porteurs d'opale et porteurs de satiné comme leur mère. Par contre, ces jeunes classiques, ils peuvent être tête blanche comme ils peuvent être juste porteurs de tête blanche. Alors ici, j'ai mon mâle panaché et la femelle panachée aussi gorge blanche. Elle m'avait fait un tour de chauffe. Elle avait pondu 2 œufs blancs. Donc j'attends son premier tour. Elle est un peu en retard. Hein. Elle est née chez moi l'année dernière, tardivement. Donc du coup, comme c'est son premier tour, elle essaie toujours d'apprendre. Bon, c'est leur deuxième semaine ensemble. Ici, ce sont les brins pastels qui sont nés chez moi l'année dernière. Donc cette femelle-là, elle m'a pondu 2 fois avec le panaché. Donc j'ai deux générations de jeunes. Et là, je l'ai mise avec le brun pastel pour récupérer une génération de brun pastel pour pouvoir fixer. Donc ça, c'est ma souche. C'est ma troisième génération, ma troisième année. Comme les opales, j'avais commencé le brun pastel avec les opales. Et j'ai envie de fixer cette souche-là. Dommage parce que normalement, j'aurais dû la mettre avec un brun pastel qui vient de l'extérieur. Mais j'ai vendu mon dernier brun pastel qui venait de l'extérieur. Donc je vais les croiser entre eux pour fixer la taille et ils sont porteurs de tête blanche aussi. Alors ici, le mâle gorge blanche, classique gorge blanche, porteur d'agate, et la femelle brune jaune. Elle m'avait fait un premier tour avec des jeunes et le deuxième tour, elle m'avait pondu des œufs. Elle m'avait pondu 2 œufs ici et un œuf cassé ici et ils ne sont pas fécondés. Ben, je m'en doutais parce que quand elle pond que 3 alors que le premier tour, elle avait fait 5 œufs. C'est que forcément... donc voilà, donc je vais redémarrer le fertivite ici. Ici, c'est un des couples qui est très en retard. Donc le mâle, il est prêt et pas la femelle. Donc l'année dernière, elle était aussi en retard. Donc l'Isabelle tête blanche sur l'Agathe tête blanche. Donc voilà, il fait encore froid. Hein, les températures ne sont pas stables. Il fait encore froid, on va attendre. Donc les deux aux yeux rouges. Ici, hop, en haut. Donc j'avais 2 couples, j'ai viré le couple d'Agathe tête blanche. J'ai favorisé, donc je pense que eux, ils n'ont pas pendu parce qu'ils étaient dans un espace réduit de 60. Donc du coup, j'ai sorti la femelle humeau dans la volière et j'ai gardé le mâle de réserve ici en haut chaud et je leur ai laissé tout l'espace de la cage. Donc c'est du brun pastel sur la brune. Donc je leur ai laissé les 2 nids de Sharpie. Donc j'espère que là je les vois un peu plus actifs qu'avant. Avant ils étaient réduits. Donc ça c'est important. Les chardonnerets, il leur faut minimum, je parle du major, il leur faut minimum une cage de 1 mètre de longueur pour qu'ils puissent être à l'aise.
Donc voilà, donc moi j'avais joué sur la lumière, sur les vitamines, sur beaucoup de choses, sur le nid, sur si vous avez suivi mes vidéos, voilà, à chaque fois je jouais sur un critère et le seul et dernier critère qui me reste, c'est l'espace. Donc du coup j'ai sorti l'autre couple. Alors ici, ce sont les jeunes porteurs d'opale. Donc la récessive et le brun, ils se sont occupés de deux jeunes du satiné et de l'opale. Donc j'ai un des deux qui était de blanche. Quand j'aurai des mâles, ils seront porteurs d'opale, porteurs de satiné. Et quand j'aurai des femelles, elles seront juste porteuses d'opale. Donc je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment reconnaître les têtes blanches. Ici, donc j'ai les deux UP allemands qui s'occupent d'un porteur d'opale aussi. Hop, je vais essayer de vous le sortir. Voilà, il a le jabot plein. Donc c'est leur frère en fait, parce que leur maman, elle avait pendu, elle avait fait une pause pendant le premier tour. Elle avait pendu, et donc j'avais deux œufs, il y en a un qui n'est pas sorti, et il y en a que un qui est sorti ici. J'avais deux œufs fécondés la semaine dernière, et il y en a que un qui est sorti. L'autre il n'était pas sorti, je sais pas, il est mort dans l'œuf. Mais en tout cas, celui-ci n'a pas de point noir. Et il n'est pas faible, il est bien, donc je sais pas, c'est peut-être l'humidité, parce que j'ai ouvert la porte du garage depuis déjà 2 semaines, même s'il fait un peu froid, donc je sais pas. Donc ici, il se passe rien, elle a pendu son deuxième œuf, mais j'ai l'impression que le mâle n'apprécie pas cette femelle-là, elle est plus jeune que lui, il était excellent papa l'année dernière, donc j'ai l'impression qu'il s'entend pas bien avec la petite femelle Five Fancy. Donc voilà, il la nourrit pas, il la féconde pas. Il avait fécondé le premier tour, j'ai récupéré deux jeunes. Le deuxième tour était clair et maintenant je pense que le troisième tour il sera clair aussi parce que il s'intéresse pas à cette femelle-là. Donc ici le malinois avec l'arlequin, ils se sont occupés de leurs jeunes, 4 arlequins que je vais vous montrer, très beau gabarit. Et le deuxième tour, ils se sont occupés en fait des jeunes panachés qu'on voit ici. Donc ce sont des fasciato panachés, ailes blanches, queue blanche, le dos blanc, tout est blanc. Ils seront des agates, donc ce sera du panaché agate. Ici le Faou avec l'Isabelle, je lui avais mis les deux œufs de la chardonneret jaune avec ses œufs à elle, mais je pense qu'ils ne sont pas fécondés, je vais attendre encore 2 jours. Les œufs de la chardonneret jaune ne sont pas fécondés, contrairement au premier tour. Ici, les lipochrome mosaïque rouge, elle n'arrête pas de pendre, donc c'est sa 3e pente, mais à chaque fois les œufs ils sont clairs, donc je la garde au cas où j'ai une chardonneret qui pond. De toute façon, j'ai les œufs de l'opale avec la satinée que je vais mettre soit là, soit là. Ensuite, il y a le récessif blanc avec la brune. Donc, il vient de sevrer des bébés chardonneret que j'ai sortis dans le garage. Et celui-ci, il est un peu retardé. Je ne sais pas pourquoi il est plus petit que les autres canaris. Donc, j'ai sorti le canari plus les 2 chardons. Et celui-ci me semblait un peu plus petit de taille. Donc, j'ai pas voulu le sortir. Pourquoi? Parce que les autres, ils m'ont abîmé l'Isabelle. Donc, j'ai fait rentrer l'Isabelle. Parce qu'ils l'ont attaqué, ils l'ont saigné partout, donc je l'ai soigné hier. Donc elle se nourrit, le plus important c'est qu'elle puisse se nourrir. Donc je vais vous montrer, regardez sa cuisse, elle était en sang hier. Ils lui ont arraché toute la peau. Donc c'est juste pour vous dire que quand vous êtes confronté à ce genre en fait d'agressivité, c'est que les jeunes ils sont pas agressifs, ils jouent. Donc le premier il va lui arracher une plume, elle va saigner. Le deuxième il va voir le rouge qu'il connaît pas. À moins qu'on leur donne des poivrons rouges, mais c'est le rouge qui le rend curieux. Et donc il va taper dans le rouge, après l'autre il va venir, il va tirer dans le rouge, et c'est comme ça qu'ils vont lui enlever toutes les plumes, qu'ils vont lui enlever toute la peau, et elle va saigner. Donc quand c'est comme ça, il faut la mettre sous tromazédil, c'est pour ça que je vous ai conseillé le tromazédil, parce que c'est douloureux de lui arracher la peau. Le plus important c'est qu'elle mange, donc vous avez vu que je l'ai séparée. Et je lui ai mis de la pâtée maison, la pâtée industrielle et des graines.
elle va se remettre. Et donc juste, vous désinfectez avec de la bétadine, vous mettez de l'eau chaude pour enlever le sang des plumes parce que ça va attirer les poux. Les plumes, quand elles restent avec du sang, ça va attirer des moisissures et surtout ça va vous attirer des poux plus tard. Donc il faut bien nettoyer le sang avec de l'eau tiède, pas chaude. Il faut le sécher au séchoir, il faut sécher la peau au séchoir et la blessure au séchoir. Une blessure qui est humide, elle va pourrir. Donc il faut sécher au sèche-cheveux ou au séchoir et vous appliquez de la bétadine et vous séchez derrière avec un sèche-cheveux. Et n'oubliez pas le tromazédil, c'est pour la douleur. Là, normalement, si je lui avais pas donné le tromazédil, elle mangerait même pas. Là, elle sent pas ses douleurs parce que elle se nourrit correctement parce que son corps il est anesthésié avec le tromazédil. Elle sent pas les douleurs. Donc voilà, ça c'est juste au passage parce que voilà, et ça arrive, hein, c'est pas par méchanceté que les jeunes ils l'ont attaqué, c'est curiosité. Donc ici j'ai la cage de 2,50 m où j'ai tous les jeunes arlequins. Donc très très belle taille, je suis vraiment content. Je voulais pas faire d'arlequin parce que j'avais que la femelle qui était arlequin, donc je l'ai mis sur un malinois d'Espagne et ça m'a donné en fait des arlequins croisés, mais la taille elle est extrêmement bien. J'aime bien la taille des arlequins. J'ai aussi les panachés, les chardonnerets gorge blanche, les panachés, les agates. Et j'ai gardé un mâle de réserve que vous voyez là-bas. Donc la femelle, je l'ai mise dans la volière. Il me reste 3 femelles dans la volière que je ne vais pas utiliser. Et ce mâle-là, je l'ai gardé ici pour pas qu'il soit... Si jamais j'ai un problème avec des mâles à l'intérieur, la saison elle n'est pas encore terminée, je le garde sous le bras si jamais je dois. Donc vous voyez comment il lui pique la bague là-bas? Donc c'est la curiosité, c'est la simple curiosité en fait. Et je pense que c'est celui-ci, c'est le panaché fasciato qui a attaqué la petite jeune. Donc vous voyez, il tire juste sur la bague, mais il peut le blesser sans être méchant. Donc voilà les amis, je veux juste faire un petit chapitre pour vous montrer comment reconnaître les têtes blanches. Donc on avait déjà fait le même chapitre pour reconnaître les gorges blanches. Je vais aller attraper les jeunes. Je vais vous montrer la différence entre la tête blanche et la non-tête blanche. Donc voilà, donc ça c'est un jeune. Ça c'est un jeune porteur d'opale. Mâle ou femelle, je ne connais pas encore. Donc vous allez retourner les plumes derrière comme ça. Et vous allez voir que les plumes, elles sont grises ou brunes. Ça marche sur toutes les mutations. Donc vous voyez que le bas de la plume est gris ici. Il peut aussi être brun. Donc vous voyez la différence. Donc la sous-plume, elle est grise ou elle est brune pour celui-ci. Donc il aura une calotte. Ça, c'est des pigments qui se préparent pour la mue. Et je vais vous montrer le deuxième. Donc celui-ci, c'est le deuxième, donc il est plus foncé que lui. Par contre, quand vous retournez, vous voyez que la sous-plume est blanche. Donc vous voyez que le bas, toute la plume, les plumes, elles sont blanches comme neige. Donc lui, c'est une tête blanche. Il sera tête blanche, il n'aura pas de pigment dans la calotte. Voilà. Donc blanc comme neige. Et ça marche sur toutes les mutations, si vous voulez reconnaître les têtes blanches ou pas. Bon, les amis, on arrive à la fin. C'était Canari du 28. Je suis désolé, la vidéo elle a duré longtemps, mais on a vu quand même 3 chapitres. La mutation récessive libre, le suivi d'élevage, et je vous ai donné 2 astuces par rapport aux petites disputes entre les jeunes et comment reconnaître la tête blanche. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis ciao ciao.